Alors on y va. Donc l'objet du webinaire est de faire le point, puisqu'on est à la fin ou au début d'un semestre, sur nos différents portefeuilles. Je vous rappelle comment on fonctionne. On gère des portefeuilles de façon virtuelle, mais au sein d'un outil tout à fait sérieux qui nous permet de calculer toutes les données techniques de performance, de volatilité, de max drawdown, voilà. Ce qui nous permet de proposer à nos clients des portefeuilles ayant un historique de gestion à la manière d'un OPCVM, mais ça reste de la gestion privée parce que on peut adapter les portefeuilles aux demandes des clients éventuellement, adapter les points d'entrée, et finalement, mais ça serait presque l'objet d'un webinaire à part entière ou d'une discussion qu'on pourrait avoir ensemble, le meilleur des deux mondes entre la visibilité, la transparence de la gestion collective et la personnalisation de la gestion privée. Donc, on va faire un petit plongeon au sein de nos allocations. On fera ça en deux temps. On va voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés au cours du premier semestre. Et puis, ensuite, on fera un zoom sur quelques portefeuilles. Comme d'habitude, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Donc, c'est parti. Voilà, normalement, vous avez ici une synthèse des indices. Alors, c'est des indices qui sont en dollars. Globalement, le dollar s'est valorisé de 3% au cours du semestre. Donc, si vous voulez les performances en euros, vous rajoutez à peu près 3% à ces performances-là. Alors, par rapport au consensus ou par rapport à nos attentes, je préciserai à chaque fois les deux cas, on a eu des choses attendues, on a eu aussi des choses un peu moins attendues. Alors, ce qui était plutôt attendu, c'est que les bourses globalement continueraient de bien se comporter parce que tout simplement que la prise à liquidité reste branchée. Et qu'on surveille évidemment le moment où ça va se débrancher. Et au cours du second semestre, enfin en tout cas à la fin du second semestre dernier, il y avait rien pour nous inquiéter. On pourra dire un mot de ce qu'on pense sur le prochain semestre, mais en tout cas, on est resté confiant au cours du premier semestre de cette année. Alors, globalement, au niveau mondial, attendez, je retrouve mon petit crayon. Donc, les marchés en dollars, quasiment 12%. Hop, on va régler un peu. Voilà. Avec, ça, c'était pas si attendu que ça, une poursuite de la surperformance des États-Unis par rapport à l'Europe. Disons que globalement, les États-Unis et l'Europe ont fait jeu égal, alors que tout le monde attendait une surperformance de l'Europe et une sous-performance de l'Asie, des pays émergents en général, ici. Ça aussi, ça nous a un petit peu surpris parce qu'en général, c'est des zones qui sont plus cycliques et qui bénéficient d'une reprise conjoncturelle. Ce qu'on attendait depuis assez longtemps, c'est finalement produit. C'est qu'on a eu une surperformance de la value par rapport à la croissance. Alors, c'est à peu près 5 points. C'est significatif hein, sur un semestre. Maintenant, et on le verra sur les graphiques après, par rapport à la contre-performance de la value, c'est vraiment pas grand-chose. On a eu une surperformance des small caps, puisque on voit la différence entre le Russell 1000, qui est les 1000 plus grosses capitalisations, et le 2000, qui est les 2000 suivantes. Bon, là aussi, hein, c'est une petite surperformance. C'est notable sur un semestre, c'est pas grand-chose par rapport à la sous-performance. Et une forte sous-performance des métaux précieux, ce qui n'était pas très franchement
une totale surprise pour nous. Alors, c'est vrai qu'on aime bien avoir de manière structurelle une poche métaux précieux dans les portefeuilles essentiellement évidemment diversifiés, mais ce n'était pas une surprise. Alors, j'en profite parce que, évidemment, je l'ai préparé. Je vais vous mettre le lien. Vous pourrez le copier et regarder ça après. Le lien vers notre webinaire de fin 2020, où on expliquait que l'or devait finalement reprendre son souffle au cours du premier semestre, parce que les anticipations seraient une réduction de la liquidité, et donc c'est quand on joue les métaux précieux, on joue la liquidité mondiale. Et puis, il y avait effectivement cette volonté de chercher de la cyclicité dans les portefeuilles. Donc, c'était assez mécanique de la part des investisseurs de vendre la poche refuge pour acheter de la cyclicité. Et cette cyclicité, ils l'ont essentiellement trouvée avec les valeurs pétrolières ici, qui ont fait un parcours remarquable. Mais là encore, elles pouvaient se le permettre compte tenu de la contre-performance des années passées. Voilà, ben justement, le slide suivant, c'est bien le sujet. C'est la performance relative du secteur énergétique en bas par rapport au S&P 500. On a ici une échelle qui démarre en 2015. Donc, vous voyez que la surperformance 2021 démarre ici. La surperformance, elle est importante, hein, puisque le secteur gagne une quarantaine de %. Mais ce n'est pas grand-chose. Ici, vous avez le ratio de l'indice du S&P 500, de la poche énergie du S&P 500 par rapport à la totalité du S&P 500. C'est un peu la même histoire que ce graphique-là, sauf la différence, c'est que ici, donc, comme j'ai dit, on démarre en 2015, ici, on démarre en 1970. Donc, on voit bon, qu'il y a au cours des 30 dernières années du siècle passé, il y a une relative stabilité du poids du S&P 500 du poids du S&P 500 énergie par rapport à la totalité, que ça décolle fortement ici, mais qu'on atteint ici les plus bas historiques. Alors, je veux bien croire hein, la transition énergétique, bien évidemment. Maintenant, la part du pétrole reste tellement importante au niveau de la consommation. Hein. On n'a pas encore d'avion électrique, qu'on pourrait retrouver des niveaux un peu médians par ici. Je poursuis avec ce qui s'est passé un peu inattendu pour tout le monde. C'est le comportement des taux d'intérêt. Ici, on a les taux d'intérêt à 10 ans américains. Tout le monde s'attendait à une envolée et tout le monde a été servi jusqu'au mois d'avril. Et on s'aperçoit que depuis le mois d'avril, on a une baisse. Alors, on peut appeler ça une baisse, on peut appeler ça une consolidation des taux d'intérêt à long terme. Comment l'expliquer? Moi, je crois que c'est très intéressant à lire. Ça nous dit que les investisseurs obligataires, et souvent les investisseurs obligataires ont raison un peu avant les investisseurs actions, ça nous dit que l'histoire de l'inflation, cette poche d'investisseurs n'y croit pas trop, ou alors qu'on aurait atteint le pic d'accélération économique, et les deux étant peut-être liés d'ailleurs. Donc, peut-être à surveiller, est-ce qu'on a atteint le pic sur le 10 ans? Voilà, c'est un sujet d'interrogation qui pour nous, sans doute, qu'il faudra creuser pour déterminer les grandes tendances du second semestre. Pour l'instant, on reste un peu agnostique, hein, on n'a pas tranché ce débat-là. En tout cas, je ne crois pas qu'il faille aveuglément, voilà, prudemment ce qu'on peut dire, il ne faut pas aveuglément acheter l'histoire de l'accélération macroéconomique. En tout cas, il ne faut plus l'acheter aujourd'hui, et l'histoire de l'inflation. J'en profite pour vous rappeler que notre dernier webinaire de la saison
vendredi prochain portera justement sur ce sujet de l'inflation. Donc, comme je vous rappelle que les prix des obligations fluctuent de manière inverse au taux d'intérêt, donc les obligations se sont nettement dépréciées dans cette phase-là et se sont renchéries donc depuis le mois d'avril. Mais ce qui est intéressant de noter, parce qu'on regarde le comportement relatif des actions et des obligations, sur le slide suivant, c'est que le rapport entre les deux, donc on a pris les emprunts, le S&P 500 contre les emprunts d'État à plus de 20 ans. Donc cette partie-là, ça veut dire les actions surperforment largement les obligations. Et on a vu tout à l'heure, les obligations s'étaient revalorisées depuis le mois d'avril, donc depuis ici. Ben, on s'aperçoit que malgré tout, les actions sont restées vraiment très très fortes, très très soutenues, puisque il n'y a pas vraiment de correction dans cette zone-là. Néanmoins, c'est quand même assez intéressant et on pourrait quand même voir ce ratio se détendre. On voit quand même qu'il n'évolue pas en ligne droite, là on l'a depuis 2016, et qu'il pourrait reprendre son souffle. On a aujourd'hui des investisseurs qui sont très investis en actions. On est, selon différents ratios, dans une situation quasiment euphorique. Ils ne veulent plus des obligations. Je trouve qu'aujourd'hui, rebasculer vers le marché obligataire américain, alors modulo le dollar évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas idiot. Les 4 ou 5 slides suivants viennent en réponse à une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais que j'ai régulièrement, et en particulier de la part de prospects qui viennent nous questionner sur notre offre. Ils disent oui, je veux bien investir, les ETF c'est super, ce que vous proposez c'est vraiment intéressant, mais les marchés sont trop hauts. Tout le monde sait que les marchés doivent baisser. Alors, mais c'est quelque chose que vous avez sans doute tous entendu ou tous dit depuis à peu près je sais pas, 4 ans, 5 ans. Bon, on a vu les performances du premier semestre, elles sont quand même très très bonnes. Je voudrais juste vous montrer des indices majeurs. Hein. Je n'ai pas été vous chercher la bourse de Caracas, mais qui sont des indices qui ne sont pas du tout au plus haut. Regardez par exemple l'indice HSCEI. HSCEI, c'est l'indice majeur de Hong Kong. L'indice ne fait plus rien depuis 2010. Hein. Ça fait 10 ans quasiment de plat. Regardez l'indice des matières premières. Alors effectivement, on a une forte accélération des matières premières ici depuis le virus. Accélération qui s'est poursuivie à partir de là, c'est-à-dire le moment où on trouve le vaccin. Parfait, mais on est quand même très 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 loin pour prendre cet indice CRB, donc de l'ensemble des matières premières, hein, que ce soit métaux précieux, métaux industriels, agriculture ou énergie. Cet indice-là est monté en 2008 à quasiment 29. On est aujourd'hui à 17. Donc on est loin, bien loin des plus hauts. Prenez un indice européen. J'ai pris l'Italie parce que je trouve qu'il y a une structure graphique très intéressante. Intéressante parce que c'est des graphiques de très long terme. On a un canal ici qui commence hop, voilà, à peu près comme ça. Excusez-moi, c'est pas très propre. Mais on voit bien l'idée depuis 2010, l'indice ne fait rien et qu'on est bien loin des plus hauts. Et pour finir, l'indice des mines d'or. Là aussi, je vous ai pris un historique assez long. Hein. On est en 1996 au début du graphique. On est encore bien loin des plus hauts ici à 267 contre un plus haut à 615. Donc oui, la liquidité inonde les marchés, mais elle l'inonde de façon tout à fait irrégulière, peut-être sans doute mal répartie, où on a des investisseurs qui se sont focalisés pendant des années sur les valeurs de croissance, qui se sont focalisés sur des thématiques qui sont l'ISR, qui sont les énergies vertes, qui sont
la robotique, enfin vraiment toutes les thématiques qu'on peut trouver, dont on a déjà parlé. Je pense qu'on a fait un webinaire sur le sujet et on a écrit des chroniques également sur le sujet. Le slide suivant, c'est peut-être aussi pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire de l'accélération macroéconomique et des taux d'intérêt. On voit cet indice qui est assez intéressant, qui est assez connu, hein, c'est l'indice des surprises économiques. Citigroup, en fait, calcule l'écart entre les attentes des analystes et les publications. Et bon, il y a une corrélation quand même assez marquée entre le comportement à court terme des marchés financiers et la bonne surprise ou la mauvaise surprise de tel ou tel indicateur. Et on voit que depuis quelques semaines, globalement, bon, alors les surprises restent positives, c'est important de le noter, mais sont loin des surprises du second semestre de l'année dernière. Hein. Et il n'est quand même pas exclu parce que on voit que c'est un indicateur hein, qui oscille autour de zéro. Hein, c'est-à-dire qu'on a des analystes qui viennent réviser leurs attentes très quotidiennement, bien évidemment, et qu'il y a un moment où ils dépassent un petit peu la réalité et qu'on va voir sans doute au cours du semestre à venir des attentes trop optimistes, des chiffres qui dans l'absolu peuvent rester bons, mais l'attente des investisseurs qui est calquée évidemment sur les anticipations des analystes et des macroéconomistes seront peut-être déçus. Et sans doute, on passera en terrain négatif. Donc peut-être un contexte un peu plus compliqué pour les marchés financiers. Je parlais de la value, de la surperformance de la value. Là encore, hein, ce graphique-là de 2011, on voit l'écart entre la value et la croissance. Donc évidemment, la croissance en bleu, la value en vert. Cet écart-là, si on zoome sur 2021, oui, surperformance de la value, mais sur un graphique comme ça se lit pour ainsi dire pas du tout. La question que vous pourriez me poser, et je me la pose et je vous la pose, c'est si je dis d'un côté qu'on a atteint le pic des bonnes surprises économiques, comment anticiper une poursuite de la surperformance de la value? Ça, c'est une vraie question. Et pour tout vous dire, dans les portefeuilles les plus diversifiés, on a commencé, c'est très léger, à repondérer la croissance par rapport à la value. De toute façon, dans un portefeuille diversifié, l'objet n'est pas de faire des choix binaires, c'est quand même de préserver un certain équilibre. Lorsqu'on a de fortes convictions, on est capable de déplacer cet équilibre vers cette conviction-là. Mais la plupart du temps, c'est aussi une histoire de gestion des risques. J'en ai fini pour cette première partie, qui était presque une partie d'introduction. Je vais basculer sur les portefeuilles. Donc, je vous rappelle, ces portefeuilles vous permettent alors quand vous êtes particulier, de savoir exactement dans quoi investir. Si vous êtes professionnel, conseiller financier, ça vous permet d'avoir une idée de quoi recommander à vos clients. Hein. On travaille beaucoup avec des conseillers financiers. Vous avez ici l'ensemble des allocations, l'ensemble des résultats de nos allocations au cours du premier semestre. Alors, on va faire un petit peu le ménage, puisque là, sur cette partie-là, on n'y voit rien. Alors là, j'ai sélectionné les allocations en SRRI 3 et 4, c'est-à-dire les allocations soit plutôt flexibles, qui ont été pas très investies en actions, soit celles qui sont structurellement plutôt prudentes. Et donc, elles ont réalisé une performance. Alors, déjà, elles sont toutes positives. Hein, alors, vous allez me dire, bah oui, c'était facile. Bah non, pas forcément. Avec le marché obligataire qu'on a eu, c'était pas évident de faire des performances positives pour toutes les allocations. Et il y en a quand même plus de 25. Ce qui est intéressant de noter, alors, il y en a une qui se cache derrière ici, qui s'appelle base taux, qui est un petit peu, alors qui sert à deux choses. On a également, et vous le verrez sur le slide suivant,
une allocation qui s'appelle base action et qui nous sert à deux choses. Qui nous sert d'abord à gérer l'allocation ici FlexQuant, qui est une allocation flexible qui fait un arbitrage entre deux portefeuilles. Et donc, vous avez compris que c'était le portefeuille Basto et base action. Parce que dans Basto, il y a 3 ETF que j'appelle à granularité très large, c'est-à-dire qui investit vraiment sur des grands ETF ultra diversifiés. Et base action, il y a 5 ETF avec la même approche. Et donc, FlexQuant nous permet, avec un modèle quantitatif basé sur des données de marché et des données économiques, les deux, d'arbitrer entre les deux poches. Et donc, finalement, c'est un vrai flexible qui est capable d'aller de 0 à 100 en action. Finalement, là, avec une performance quasiment à 7%, on est assez content de notre premier semestre. Hein. On en est même très content. Mais ces deux portefeuilles, Basto et base action, quelque part aussi, nous servent de benchmark. Et on aime bien quand les portefeuilles les plus prudents battent ces portefeuilles-là. Et la même chose, évidemment, sur les actions. Globalement, on est content de ces résultats. Et l'ensemble, je dois dire que l'ensemble de nos allocations ont délivré les résultats qu'on attendait, voire au-dessus, voire largement au-dessus. On va le voir avec les allocations actions ici. Alors, actions ou on va dire risquées. Hein. Voilà l'ensemble. D'abord, notez quand même qu'on a une belle cohérence. Ce n'est pas toujours le cas hein, entre le risque, la volatilité à gauche et la performance. Voilà. Alors, regardez les noms. On va zoomer dans les prochains slides sur combien. Allez, 5 ou 6 d'entre elles pour vous rappeler un petit peu leur fonctionnement. Mais si vous aviez des questions sur certaines d'entre elles, je peux vous dire déjà celles dont on va parler. On va parler rapidement de ici. On ne voit pas le nom en entier, je suis désolé. C'est la meilleure, c'est volatilité. Ensuite, on va parler de. Elle n'est pas là. Elle doit être sur le précédent. Paf. Ah ben, elle doit être dans une bulle que j'ai oublié de sélectionner. Je suis désolé. On va parler de matières premières. Ensuite, on va parler de top 10. On va parler de winner-loser. Et on va parler de FlexQuant qui était sur le précédent. Donc, je n'ai pas voulu parler exclusivement des meilleurs, mais celles qui me paraissaient le plus intéressant pour que vous compreniez comment on travaille. Un petit tableau, là, pour le coup, vraiment des meilleures allocations. Donc, je vous rappelle, on l'a vu tout à l'heure, hein, le marché action au premier semestre, grosso modo, il a fait entre 0 et 5 pour la partie asiatique. Pour les marchés sur lesquels peut-être vous avez plus l'habitude, il a fait entre 13 et 20, grosso modo. Hein. Donc, le fait d'avoir quand même un grand nombre d'allocations actions au-dessus des 20, c'est une grande satisfaction. Alors, levier, c'est un peu normal puisque là, on prend du bêta, mais bon, il aurait pu être pris dans le mauvais sens puisque c'est une exposition entre moins 200 et plus 200. Donc, on aurait pu être dans le mauvais sens et être négatif, hein, sans problème, mais voilà, c'est très satisfaisant. Donc, allez, on redémarre avec volatilité. Alors, volatilité, je vous rappelle, c'est quoi? Ça bénéficie de deux choses. Ça bénéficie de la baisse de la volatilité du VIX et surtout de l'effet contingental de la volatilité. Comme vous n'avez peut-être pas l'habitude, même si j'en ai parlé, je prends 2 minutes pour vous expliquer. La courbe à terme de la volatilité, 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est quelque chose comme ça. Dans 90% du temps, elle est comme ça. Ça veut dire que quand vous achetez un futur à 1 mois, vous le payez ici. Vous achetez un futur à 3 mois, vous le payez là. Pardon.
Je décale un peu. Quand vous achetez votre futur et qu'il arrive à terme, vous êtes obligé de le relayer, d'accord, et d'acheter la maturité suivante. Donc, à chaque fois que vous relayez votre portefeuille et que la courbe est dans cet état-là, ça veut dire qu'on appelle de contango. Vous perdez cet écart-là. La volatilité peut rester stable. Si la courbe à terme est dans cette structure-là, chaque mois, vous perdez de l'argent. On s'est dit, ça semblait intéressant, de faire l'inverse, c'est-à-dire, plutôt que d'acheter la volatilité, c'est de la vendre. Donc, de la vendre ici et de la racheter là. Et donc, cet écart-là, plutôt que de le perdre, on le gagne. Alors, c'est une stratégie qui est très sympathique parce que la courbe est, je vous dis, 90% du temps dans cette forme-là. Mais quand elle s'inverse et que la courbe devient dans cette forme-là, alors c'est une stratégie perdante et c'est pour ça qu'on a plugué un modèle pour venir déconnecter de la stratégie, se mettre en cash avant de reconnecter. Et c'est pour ça, je reviens sur le graphique de performance de l'allocation hein, qui a démarré ici en 2012. Bah, vous voyez des plats ici. Bah, c'est tout simplement quand l'allocation se débranche. Ici, il y en a eu plus souvent dans les dernières années. Quand l'allocation se débranche, on reste cash. Et ce qui s'est passé au cours du premier semestre, donc qui a démarré ici, vous avez l'écart entre le 3 mois moins le 1 mois. Et je vous ai dit, dans 90% du temps, cet écart est positif. Donc, dans 90%, notre stratégie est pertinente. Et bien, effectivement, elle a tout le temps été, tout le temps au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, c'est pour ça que la stratégie a été très payante et que cette année, en 2021, on réalise une performance de 37,75%. Alors, c'est une stratégie qui a été très perdante, par exemple, pendant le Covid, où la courbe s'est totalement inversée. Donc ici, on est sous la ligne de flottaison. Donc c'est vraiment les cas de forte tension sur les marchés. Mais grâce à notre modèle qui vient déconnecter, on est ici début 2020, alors on limite la casse. Et que finalement, on trouve une allocation qui est capable de délivrer des performances au-dessus de 50% certaines années, mais qui sache limiter la casse. Bah, on n'a jamais eu des baisses de chiffres, c'est quand même assez sympa. Alors, ça en fait vraiment une allocation très pertinente. Et quand on la compare ici en orange avec le MSCI World, alors ça a une volatilité un petit peu supérieure, pas énormément, mais un petit peu supérieure au MSCI World. Mais franchement, quand on est un investisseur de long terme, un investisseur particulier, qui ne va pas faire de trading, qui va investir pour 8 ans, alors on se dit que ce surcroît de volatilité, c'est vraiment pas grave par rapport à cet écart de performance. Je lis sur le graphique en même temps que vous. Donc depuis 2012, le MSCI World est passé de 100 à plus de 300, donc il a fait 220% à peu près. Ici, on est quasiment à 600. Donc, on est à peu près à 500% de perf. Hein. Voilà. Je prendrai les questions à la fin hein, pour me permettre de garder le rythme. Mais n'hésitez pas, hein, je remonterai dans le chat. Ensuite, allocation suivante, matières premières. Le graphique que je vous ai montré sur les matières premières tout à l'heure, c'était vraiment de dire, OK, à l'époque, hein, on l'a lancé, fin 2020 l'allocation. Hein. Je ne sais plus exactement la date, mais c'est au cours du second semestre 2020. On a dit, bon, on a une liquidité pléthorique, on a une forte reprise, les matières premières n'ont pas fait grand-chose, plus personne ne veut de pétrole. Le pétrole, je vous rappelle, hein, le pétrole est tombé négatif. Le pétrole a été négatif pendant 24 heures. Je crois que c'était au mois d'avril. Hein. Donc on s'est dit qu'on allait lancer une allocation
dédié aux matières premières. On a tous les outils, on a tous les ETF qu'il faut, même sur des thématiques très pointues. Je ne sais pas, moi, si on veut acheter un ETF sur le soja, on peut le faire. Et donc, quand on compare aussi, je vous ai dit, les matières premières, on est quand même vachement loin des plus hauts. Je vous ai comparé le Vanguard Total Stock Market, donc c'est vraiment l'ensemble des marchés, les marchés émergents, les marchés frontières, les small caps, les micro caps, avec un ETF sur les matières premières. Alors, on se souvient de la bulle en 2008 où les matières premières ont explosé ici par rapport au marché de l'action. Mais depuis, ça fait bande à part. Et ce qui est pas mal en plus, c'est que c'est relativement décorrélé des marchés. Donc c'est une allocation qui a son intérêt. En termes de diversification, je ne la conseillerais pas comme un cœur de portefeuille. Bon, et globalement, on est assez content, puisque on fait 26% de performance quasiment, contre, je l'ai dit, alors le MSCI World ici, il est à plus 13. Voilà. Donc on double la performance du MSCI World. Je ne vous commande pas la performance 2020 puisqu'elle a été faite que sur une partie de l'année. Voilà. Ensuite, Top 10. Alors, Top 10 a été lancé en fin d'année dernière également. Donc, ça fait partie des derniers portefeuilles. On en avait parlé lors d'un précédent webinaire en tout début d'année où on présentait les lancements 2020. Je peux vous envoyer les liens. Là, je ne l'ai pas préparé, donc je ne vais pas chercher le lien maintenant. Mais si vous voulez les liens, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vous enverrai les liens vers nos webinaires. Alors, c'était pas de dire, on va prendre les 10 meilleures idées absolument, et on va les empiler. On n'a pas fait ça parce qu'on voulait que ça reste un portefeuille diversifié. Et sans doute, si on avait fait ça, on aurait obtenu une meilleure performance, parce que la performance... Ah, alors, je n'ai pas mis le tableau de performance, mais si on lit sur le graphique, ici, c'est ça, on est autour de plus 17. On avait commencé très fort l'année, on était monté presque à 30%. Là, on est plus 17. Mais on a voulu quand même construire un portefeuille diversifié en se disant qu'avec ce portefeuille, on pourrait être capable, si on travaille bien, d'avoir au moins un ETF qui soit à la fin de l'année dans le top 10 des meilleurs ETF cotés dans le monde. Parce qu'en faisant des statistiques historiques, on s'est aperçu que, ne serait-ce que si on était même médiocre ou moyen, pas mauvais sur les 9 autres, pas exagérer, mais si on était juste moyen sur les 9 autres, on arrivait à faire quand même une performance très sympathique. Et c'est ce qui s'est passé. Et on est très content de voir que c'est la première ligne du portefeuille, parce qu'elle a fait 82% au cours du premier semestre. Lorsqu'on consulte notre base de données des meilleurs ETF et qu'on enlève les ETF à levier, parce que là, on s'interdit de faire du levier. On est investi à 100%, pas plus. Quand on enlève les ETF à levier, on voit que, alors celui-là, c'est sur le gaz naturel, on voit qu'on a le deuxième meilleur ETF parmi, alors, si vous regardez bien toutes les données, ici, vous allez me dire qu'il n'y a que 16 ETF, mais en fait, en faisant la requête, j'ai demandé les ETF qui avaient progressé de plus de 70% depuis le début de l'année. Donc, ne vous inquiétez pas, il doit en avoir 3 ou 4 000 dans la base. Donc, voilà. Donc là, en gros, c'est le deuxième meilleur ETF du monde qu'on a en portefeuille, et ce qui nous a permis de réaliser cette performance. Alors, ce que vous pouvez nous dire, c'est que finalement, on n'a peut-être pas été très bon sur le choix des autres pour ne faire que 17% avec 82% de performance et une pondération qui a démarré à 10 et qui maintenant est à 13. Oui, peut-être. D'ailleurs, alors j'ai masqué les autres parce que, évidemment, c'est les données qu'on vend à nos abonnés ou qu'on met en œuvre pour les portefeuilles qu'on gère. Vous voyez du rouge ici et du rouge ici. C'est-à-dire que même avec des marchés à 13, 15 ou 18%, on a des ETF en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire aussi?
ça veut dire que c'est une allocation qui a du potentiel pour le second semestre. Et même si l'énergie devait un peu se calmer, ce qui, à mon avis, il n'en prend pas la direction, on a des relais de croissance sur ce portefeuille. Je continue avec l'avant-dernière allocation. Je regarde l'heure, voir si je suis pas. Ah, je suis un peu en retard, mais voilà, mais je suis à l'avant-dernière. C'est winner-loser. Alors, winner-loser, elle amuse beaucoup, et moi le premier. Elle amuse beaucoup parce qu'elle est systématique, donc quantitative, parce que n'importe qui ayant une base de données, même en la payant pas très cher, peut le faire, et que ça marche. Winner-loser, c'est d'être investi 6 mois par an, entre fin octobre et fin avril. Donc, vous voyez tous les... Bon, là, j'ai zoomé, pardon. Vous voyez ici tous les plats. On est tout simplement en cash. Donc, depuis fin avril, ici, on est en cash. Donc, on a quand même cristallisé une performance de 11%, ce qui est sympathique. Alors, on a un peu de manque à gagner, évidemment, si on était resté investi, hein, mais ce n'est pas la vocation. La vocation, c'est d'être 50-50, mais 50 6 mois de l'année, 50 l'autre mois de l'année, l'autre semestre de l'année. Et comment on est investi? On est investi à la fin de l'année sur les meilleurs performeurs de l'année en cours. Donc, on joue une poursuite de la tendance, du momentum. On est investi sur les winners de l'année. Et en début d'année suivante, on bascule totalement, on tourne la totalité du portefeuille pour acheter les 10 pires ETF du monde. Donc, on achète les losers de l'année passée. Et là, alors, je vous ai pas mis... je vous ai pas mis la composition, mais j'aurais pu vous mettre un extrait. Évidemment, toute fin 2020, on a acheté beaucoup d'énergie. Alors, on s'arrange quand même aussi pour, comme dans Top 10, hein, pour assurer une diversification. Mais on s'est permis, par exemple, de mettre un ETF sur l'énergie, mais un ETF sur la Russie, quand même, qui a une certaine corrélation, et qui nous ont permis de faire une très bonne année. 2020, alors ça a été une année très compliquée pour l'allocation, puisque en étant investi les 3 premiers mois de l'année, on s'est pris en plein la Covid, ici, qu'on a débranché au début du rebond, mais qu'en se repositionnant sur les winners de l'année 2020, en 2 mois, on a fait un rattrapage vraiment exceptionnel, hein, puisque ici, tout en bas, on était autour de moins 25 et on finit l'année à moins 4. Voilà, donc c'est une allocation qui est très simple à comprendre, donc très simple à expliquer, et qui marche. Qui ne marche pas tous les semestres, mais sur la durée, on arrive quand même à une performance annualisée de 10-20. Je pense que ça laisserait envieux un certain nombre de gérants, même 100% actions. Allez, je finis avec une allocation FlexCant, qui est une allocation qui est moins risquée, puisque flexible, vraiment 0 à 100, mais pas 6 mois de l'année où on peut se prendre un choc. On peut toujours se prendre un choc, et on l'a pris, mais avec notre méthodologie, ces chocs-là, ils sont quand même pas nombreux. Et on voit, même si vous avez peut-être vu sur Winner-Loser, une année à moins 25, ici, les pires années, c'est moins 3 en 2018. Hein, donc, c'est quand même beaucoup plus calme. Alors, je vous l'ai dit, on se sert de 2 portefeuilles. Aujourd'hui, je vous ai même j'ai poussé la transparence jusqu'au bout. On est moitié-moitié, hein, action obligue. Alors, de quoi c'est composé? La base obligue, c'est ces 3 ETF-là. Attendez, on va faire pour que ce soit plus clair, on va faire des hauts. Hauts comme obligation. Tac. Voilà, les 3 ETF obligataires qui sont dans base obligue et les 5 ETF actions qui sont dans base action. Voilà. Et donc, on arbitre entre ces 2 poches-là. Vous voyez qu'on ne prend pas trop de risques. Hein. On prend des small cap, du Nasdaq. Donc, c'est comme un peu sous testostérone, hein. Enfin légèrement sous testostérone.
de l'Eurostock 50, du Topix et des marchés émergents. Voilà. Et donc, par le passé, ne serait-ce que par la présence de Nasdaq, vous voyez que l'ETF est à plus de 120% depuis début 2019, vous avez un portefeuille diversifié avec un risque limité, et vous voyez que les drawdowns sont vraiment très limités. Ça, c'est quand même très sympa. C'est très sympa dans ce portefeuille-là, donc depuis 2000, portefeuille qu'on a backtesté, puisqu'il est vraiment totalement automatisé. Depuis 2000, 8% de performance avec une volatilité limitée. Voilà. Combien de temps je vous ai pris? Je vous ai pris 45 minutes. Je vous remercie pour votre temps. Je vous donne rendez-vous donc pour le dernier webinaire avant les vacances la semaine prochaine. On parlera de l'inflation, on parlera des taux d'intérêt, sujet tout de même éminemment important pour savoir ce que vont faire les marchés actions. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Le soleil est de la partie, donc profitez-en. À la semaine prochaine. Bye.